syndrome, un ostéome, ou encore on peut avoir eu des PAF avec le syndrome de Turco qui est associé à des tumeurs du système nerveux central. Ok. Pour la polypose amartomateuse, je vous ai dit c'est des amartomes, mais ce n'est pas un seul polype, c'est plusieurs polypes. Hein. Donc, vous avez la polypose juvénile, c'est ce polype juvénile qui est fait de glandes distendues kystiques. Et il ne s'agit pas d'adénome, mais de polype juvénile considéré comme étant des amartomes. Hein. Ce n'est pas un adénome, ce polype juvénile. Et quand il y en a beaucoup, on parle de polypose. La majeure partie des polypes, du polype est fait de formation kystique. Je vous ai dit, c'est des glandes qui sont distendues. Association possible avec des adénomes. Je peux avoir un polype juvénile qui est un amartome et non pas une tumeur. Mais à côté de ça, je peux avoir des adénomes et le risque est beaucoup plus important de dégénérescence. Le syndrome de Buerger, c'est une maladie familiale à transmission autosomique dominante. Les polypes contiennent des fibres musculaires lisses et on peut avoir plusieurs polypes qui s'associent avec cette musculeuse qui va remonter dans l'épaisseur de la muqueuse. Alors, on passe maintenant au cancer colorectal. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le cancer colorectal? Alors, la deuxième partie, c'est les cancers colorectaux. Alors, le cancer colorectal. J'essaye de le déplacer. Voilà, le cancer colorectal, en introduction. Vous avez une incidence, c'est fréquent comme tumeur. Hein, vous allez voir, si vous faites un peu de recherche en épidémiologie, il occupe à peu près la 3e position. Vous avez les cancers du poumon, vous avez chez la femme le cancer du sein, mais vous avez aussi les cancers du côlon colorectal. Donc, ils sont très fréquents avec une incidence de 13,9 pour 100 000 habitants en Algérie. Il occupe le second rang après le cancer du poumon. Chez la femme, c'est le cancer du sein. Hein. Alors, les cancers colorectaux sont sporadiques, c'est-à-dire ils se voient de nouveau d'emblée dans 70 à 80% des cas. Ils sont familiaux parce qu'il y a une notion de famille de cancer de côlon dans 20 à 30% des cas. Et dans 1 à 2% des cas, c'est important de savoir que c'est l'aboutissement, c'est la conséquence d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Vous connaissez les MICI, les maladies inflammatoires de l'intestin, notamment le Crohn et la RCUH. Dominé par les adénocarcinomes. Donc, on va voir que ça, parce que dans le côlon, il n'y a que ça, il y a les adénocarcinomes. C'est une tumeur, c'est plutôt une muqueuse qui est faite de glandes. Donc, on a des adénocarcinomes, donc 95. Les autres tumeurs sont exceptionnelles. Le lymphome est exceptionnel, la tumeur stromale est exceptionnelle, les tumeurs endocriniennes sont exceptionnelles. On n'y pense pas. La première des choses dans le côlon, on doit penser à un adénocarcinome. Les cancers colorectaux évoluent en plusieurs étapes. Et c'est réellement le modèle de la carcinogénèse. C'est très intéressant. C'est comme le cancer du col. C'est un modèle de carcinogénèse. Vous voyez évoluer d'une muqueuse normale à une muqueuse dysplasique, à un cancer intramuqueux, à un cancer infiltrant. Donc, les adénomes constituent la principale lésion précurseur. On les a vus tout à l'heure. Tous ces adénomes-là, avec leur dysplasie, c'est des lésions précancéreuses. D'où l'intérêt et d'où l'importance du dépistage à partir de 50 ans. L'hétérogénéité des cancers colorectaux nous a amené à rechercher au-delà des aspects morphologiques, parce qu'au début, on n'était que sur l'aspect adénocarcinome, c'est des glandes, c'est de la tumeur, ok. Mais on voyait qu'ils n'évoluaient pas de la même manière. Tous les patients présentant des adénocarcinomes n'avaient pas le même pronostic, n'avaient pas la même évolution. À partir de ce moment-là, il fallait se poser la question, pourquoi ça évoluait pas de la même manière? Donc, ce n'était pas réellement la même chose. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des profils moléculaires différents, ce qui a permis de faire une classification histomoléculaire. Alors, est-ce qu'on enlève les polypes? Là, ouais. Je passe au cancer colorectal. Vous allez comprendre qu'il faut les enlever. Hein. Tout polype, dès que vous trouvez un polype, il faut réséquer ce polype-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a un risque de dégénérescence. Surtout si ce dernier est supérieur à 2 cm. Hein. S'il est supérieur à 2 cm, il faut l'enlever. OK?
Très bien. Je continue. L'introduction, on va essayer de déplacer ça. Très bien. Alors, le dépistage. Le dépistage, je vous ai dit, c'est pour ça que je vous dis, il faut enlever les polypes. Je vais dépister quoi? C'est sûrement pas le cancer. Au stade de cancer, je ne parle plus de dépistage. C'est plus un dépistage. Donc, je dois dépister ce qui va emmener à faire un cancer. Donc, il faudrait donc détecter la présence de sang occulte dans les selles. On peut trouver un peu de sang, mais on n'arrive pas à détecter comme ça de visu. Donc, il faudrait utiliser les tests hémocultes ou les tests immunologiques à la recherche de ces hématies-là. Et ce serait intéressant de le faire tous les 200 à partir de 50 ans, entre 50 et 74 ans. Donc, il faudrait, ce serait intéressant de faire, de rechercher ces saignements. Pourquoi rechercher ces saignements? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des polypes qui vont saigner. Et donc, ça peut être des petits saignements qui passent inaperçus. Et la mise en évidence de ces saignements peut nous amener à faire une coloscopie, à rechercher éventuellement ce polype. On peut faire des biopsies si on est gêné parce qu'on trouve une petite lésion un peu ulcérée, un peu infiltrante, mais surtout même une petite ulcération. Peut nous amener une petite ulcération peut nous inquiéter parce qu'on se dit ça peut être un processus tumoral. Donc, on va faire des biopsies multiples et bien étagées. Quel est le rôle du pathologiste? Diagnostic de certitude. On ne peut pas opérer un patient si on n'a pas ce diagnostic de certitude. Même si vous avez une imagerie, même si vous avez une symptomatologie qui peut être très inquiétante, mais on ne peut pas la savoir. Donc, il faut poser le diagnostic. Donc, c'est à l'anapathe de poser ce diagnostic de certitude avant toute intervention. On peut également suivre le patient avec des colos, des biopsies multiples, répétées. On peut voir si la tumeur a repris, si la zone de sténose, l'anastomose est saine. Tout ça est important pour le pathologiste. On peut également faire un dépistage des groupes à risque, c'est-à-dire si on a une famille de PAF, on peut faire des colos aux jeunes patients et faire des biopsies à la recherche de lésions de dysplasie. Et surtout, actuellement, ce qui est très important, c'est de donner des critères pronostiques et prédictifs. Donc, on doit mieux classer ces tumeurs-là, parce que je vous ai dit qu'elles n'évoluaient pas tous de la même manière. On doit rechercher certains marqueurs, certains éléments qui peuvent nous orienter, notamment vous allez voir le profil moléculaire de ces cancers. On va voir un peu les questions avant de continuer. Ça me permet au moins de savoir si vous êtes… Si le polype mesure moins de… On résèque dans tous les cas. Si c'est possible de le réséquer, mieux vaut le réséquer. Parce qu'il ne va pas rester à 2 cm. Il va évoluer et sa dysplasie va évoluer. Donc, mieux vaut réséquer un polype, hein, dans tous les cas. N'est pas systématique, on peut faire directement la coloscopie. Oui, on peut faire la coloscopie, mais après, ça dépend de vos moyens. Ah, ça, c'est par contre, si vous devez attendre, je ne sais pas moi, 2-3 ans pour faire une coloscopie, on peut commencer par un test hémoculte. Au moins, ça peut vous aider, ça peut vous orienter. Mais c'est vrai, l'idéal, c'est de faire une coloscopie. L'idéal, c'est d'utiliser les capsules, ce qu'on utilise en avalant et on a pendant 24 heures cette possibilité de voir toute votre muqueuse colique. Ça, c'est l'idéal. Donc, quelqu'un en fait l'anapathe dans tous les cas. Dès que vous faites une biopsie, dès que vous avez un polype, dès que vous avez un truc suspect, vous faites votre étude anapathe. Donc, l'anapathe, dès que le gastro a une image suspecte, quelque chose qui le dérange, on fait une étude anapathe. Hein. Dans la PAF colectomie préventive, à quel stade? Je vais vous répondre, on va arriver à tout ça dans un petit moment. OK? Pardon, un petit moment, je prends 2 secondes et je reviens. Hein. Désolée.
Pardon, désolée, je reviens. Patientez juste encore 2 secondes et je vous reprends. Alors, critères pronostiques et prédictifs, je vous ai dit, c'est très, très important parce que ça va permettre de mieux classer. Actuellement, on classe beaucoup mieux parce qu'on s'arrête sur le profil moléculaire. Hein. On ne s'arrête pas juste sur la morphologie. OK. Alors, le diagnostic initial, c'est la biopsie. Hein. On m'a demandé, oui, c'est lorsque le gastro tombe devant une muqueuse qui lui semble pathologique, ou devant une lésion, une ulcération, ou devant un polype. Il va faire une biopsie. Et la biopsie est pas endoscopique. Il faut que cette biopsie, par contre, nous, en tant que pathologiste, on a des petits problèmes. Donc, on demande au gastro de nous faire des biopsies de bonne qualité. Il faudrait que ce soit des biopsies multiples parce qu'une biopsie n'est pas représentative de toute une muqueuse colique. Donc, il faut faire des biopsies multiples. Des biopsies dirigées, ça doit intéresser la zone lésionnelle, là où il y a la maladie. Pas en dehors de la zone lésionnelle dans une muqueuse saine, pas au niveau d'une ulcération, un fond d'ulcération ramène des débris, pas au niveau des zones de nécrose. Et puis, il faut étiqueter correctement parce que des fois, on fait une biopsie iléale, une biopsie colique, une biopsie rectale. Donc, c'est important de savoir, de mettre ces fragments dans des flacons différents et d'étiqueter convenablement, nous disant, voilà, ça, c'est une biopsie rectale. Il y a 4 ou 5 fragments, je les mets dans ce flacon-là. Ça, au niveau colique, j'ai trouvé ça. Par exemple, j'ai trouvé une ulcération, j'ai trouvé un polype. Donc, tous ces éléments-là. Et bien sûr, mettre les fragments que le gastro a prélevés dans du formol immédiatement à 10%, parce que sinon, si vous laissez vos prélèvements à l'extérieur, ça va s'auto-lyser et ça ne servira à rien du tout. Donc, le prélèvement que le pathologiste reçoit est opérateur dépendant. Donc, sur le plan macroscopique, hein, qu'est-ce que vous avez cette tumeur? Vous avez une tumeur qui a une forme végétante. Hein. Oh, voilà, pardon. Alors, vous avez cette tumeur qui est végétante. Hein, ça végète, ça fait comme un aspect en lobe d'oreille. Hein, ça vous fait cet aspect-là avec un aspect qui est boursouflé. Ça, c'est une tumeur. Vous voyez, là, c'est une tumeur colique qui est végétante, qui prend toute la circonférence. Elle est circonférentielle. Hein, donc, toute la circonférence de cette muqueuse. Vous voyez, ça, c'est une muqueuse colique. Imaginez-vous, c'est un tube et on a pris en réalité, parce que le côlon, c'est sous forme d'un tube, hein, on a pris les ciseaux, on a coupé, on a ouvert. Et c'est en ouvrant comme ça, hein, donc cette paroi et celle-là étaient collées, en ouvrant avec un ciseau tout le long. Et là, vous avez votre tumeur qui prend toute la circonférence. Ça, c'est un aspect végétant qui est exophytique, qui fait saillir dans la lumière. Et la majorité des cas, ces tumeurs-là, elles sont vileuses, elles prennent un aspect vileux avec une surface érodée. Sinon, vous avez la forme ulcéro-infiltrante et là, c'est vrai, c'est une ulcération. J'avais l'impression comme si c'était un trou et puis la muqueuse, elle est complètement rétractée et ça réduit la lumière au point où ça vous donne un aspect en virole, comme une petite verrue. Et vous avez les formes mixtes les plus fréquentes, c'est-à-dire qu'on a une forme ulcérée, une forme bourgeonnante. Hein, et il y a la forme, la dernière, c'est la nite plastique. Alors, la nite plastique, c'est quoi? La nite plastique, quand on a au niveau du côlon une nite plastique, on doit plutôt rechercher la nite plastique au niveau de l'estomac. C'est un truc qui est caractéristique. Professeur Tuisi vous en a parlé la dernière fois. La nite plastique, c'est un estomac qui est infiltré par des cellules isolées et qui donne un aspect en chaussette à l'estomac. Tellement l'estomac est rigide, tellement l'estomac est rétracté, on a un aspect en chaussette. Donc, quand on a cet aspect-là, un tuyau d'arrosage rigide du côlon, on doit penser à une nite plastique, mais c'est souvent secondaire à une atteinte suite à une nite plastique gastrique. C'est-à-dire c'est tout d'abord l'estomac qui est touché et les cellules, elles vont métastaser et elles vont aller au côlon. C'est exceptionnel d'avoir une nite plastique d'emblée au niveau du côlon, hein, primitif. Alors, comment fait-on quand on doit prendre en charge, comment le pathologiste prend en charge une pièce opératoire? Il doit être méthodique, ce pathologiste. Hein. Il doit déjà qu'il fait la pièce, vous voyez, on l'a ouvert, voilà ma tumeur, je dois voir qu'est-ce qu'il y a à côté de ma tumeur. Là, vous voyez, j'ai autre chose. Là aussi, j'ai autre chose. Ma tumeur, elle est là.
mais j'ai de petites lésions. Et ce sont des polypes. Vous voyez, ce sont des polypes. Donc, je dois signaler tout ça. Une fois que j'ouvre, je dois signaler ma tumeur, la taille de ma tumeur, sa situation par rapport aux limites. C'est important. Et je dois rechercher autre chose. Là aussi, vous voyez là où il y a ma flèche, il y a un polype, j'ai un autre polype. Je dois les mentionner sur un schéma, je dois les mesurer. Après, je dois prendre les limites de résection. Ces limites-là, c'est très important pour voir si le chirurgien n'a pas laissé de la tumeur sur le patient. Et puis après, je dois faire un échantillonnage assez important de ma tumeur. Je dois faire à peu près 5 à 6 blocs, donc vous voyez, au niveau de ma tumeur et prélever toutes les lésions qui se trouvent à côté. Hein, les ulcérations, les polypes devant être prélevés. Et je peux même faire un petit prélèvement au niveau de la muqueuse saine pour voir s'il n'y a pas de la dysplasie, s'il n'y a pas d'autres lésions. Hein. Et après, je dois rechercher minutieusement les ganglions. Les ganglions, c'est très important. Déjà, en plus, un prélèvement doit être fait sur la zone la plus profonde de l'infiltration. Hein, et je dois rechercher toutes mes adénopathies. Je dois les prélever une à une. Si c'est une tumeur qui est rectale, vous voyez, par contre, le rectum, c'est différent la prise en charge. Je dois ancrer, je ne dois pas ouvrir comme ça, je dois couper en rondelles, c'est-à-dire, je dois faire de façon transversale, faire des petites coupes en rondelles comme ça tout le long. Pourquoi? Vous allez me poser la question. Et le plus important dans le rectum, c'est de rechercher ce qu'on appelle la clearance. Je considère, c'est quoi la clearance? C'est la distance entre la partie la plus profonde de mon infiltration tumorale, vous voyez ici, c'est ma tumeur, donc la partie blanchâtre est la plus profonde, jusqu'à la limite la plus distale, tu ma graisse, tu mon méso, que j'ai ancré en noir. Donc, je vais calculer et je me dis que ma clearance, elle est saine si elle est supérieure à 2 mm. Elle n'est pas saine, je vais écrire ma marge, elle est positive si la clearance stérile, elle est inférieure à 2 mm. Donc, vous voyez, c'est très, très important. Alors, sur le plan microscopique, je dois préciser le type histologique, mais vous allez me dire, si vous m'avez bien suivi, c'est des adénocards. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais avoir essentiellement des adénocards. Mais dans mes adénocards, il faut que je les grade parce que tous les adénocards ne se ressemblent pas. Il y a qui sont bien différenciés, c'est-à-dire qui ont tendance à ressembler à la muqueuse d'origine taille. Et il y a qui sont peu différenciés, ils vont complètement s'éloigner. Et puis, je dois préciser la qualité de l'exérage chirurgical, si les limites théoriques sont bonnes ou si elles sont infiltrées. Après, je dois préciser la classification TNF, vous allez voir c'est quoi. Et puis, je dois rechercher éventuellement s'il y a des emboles vasculaires. C'est des éléments de mauvais pronostic. S'il y a des engainements périnerveux, je dois rechercher ce filet nerveux qui est entouré par les cellules tumorales. Et je dois même rechercher l'infiltrat lymphocytaire intratumoral parce qu'il y a actuellement des études qui prennent en considération cet infiltrat lymphocytaire parce que dans le futur, peut-être qu'il y aura des thérapies qui vont cibler cet infiltrat inflammatoire du stroma. Le stroma, c'est-à-dire le tissu qui accompagne ma prolifération tumorale. Et je dois préciser le statut MSI. Alors, ce statut MSI, il est fait, il n'est pas fait, c'est pas ça la question, on doit le faire, tout simplement. Alors, la classification histologique, vous allez avoir donc des adénocarcinomes en majorité, qui sont bien différenciés, moyennement peu différenciés, on va voir ça. Des carcinomes indifférenciés que je ne connais pas morphologiquement, des adénocarcinomes multiples, le carcinome cellulaire le carcinome médullaire, le carcinome cellulaire, on va voir ça très rapidement. Et après, on va voir préciser ce grade radiologique, ça dépend. Par exemple, si vous avez un grade, le minimum c'est grade 1, le moyen c'est grade 2. On va les classifier sur des adénocarcinomes de grade. Le différencié et l'énoncé, ce sont des grades, des hauts grades. Alors, la personne qui est différenciée. La carcinome, est-ce doit être adénocarcinome différencié et carcinome comme grade 1. La potentielle glandulaire doit être supérieure à 95%. Si j'ai des glandes comme ça, avec bien sûr un aspect glandulaire avec des appuis de radiation, des noyaux qui vont jouer, des mycoses, tous les termes de la globalité, d'accord. Mais c'est un adénocarcinome avec plus de structure glandulaire qui dépasse 95%.
et ben là, on parle d'adénocarcinome bien différencié. La mucosécrétion, le cancer bien diminué. Vous avez vu, c'est un peu comme pour les polypes tout à l'heure, hein, pour la dysplasie. Et les adénocarcinomes bien différenciés représentent 20% des adénocarcinomes. Le premier différencié, lorsque vous avez 5 à 95% de composants glandulaires. Hein. Donc, j'ai des zones qui ont un aspect comme ça, j'ai des aspects comme ça glandulaires, plutôt un peu tripliformes. Parce que ça représente une cinquantaine de structures glanduliformes comme ça. Et bien, j'ai des adénocarcinomes moyennement différenciés. Les adénocarcinomes moyennement différenciés représentent 60% des cas. Ils comportent, à côté des tubes et des structures glandulaires, des massifs. À côté de ces tubes-là, vous avez des massifs, des structures LN. On a parfois comme ça des petites lumières, mais ça fait pas réellement glande. Hein. Les adénocarcinomes différenciés, c'est un grattoir. Et la composante glandulaire varie entre 5 à 50%. Moins de 5%, on n'est plus dans le glandulaire peu différencié, on devient dans l'indifférencié, de toute façon on ne connaîtra même pas ce bureau fort. Les glandes sont de moins en moins fréquentes, vous voyez, on les voit derrière. Hein, on arrive à avoir une structure glandulaire ici, on devine une autre ici, une ici, mais elles sont de moins en moins fréquentes. On a surtout ces massifs-là, avec quelques petites lumières comme ça. C'est des dépendances, c'est des travées, c'est des massifs, avec un chromat qui est très abondant, qui est fibreux, et avec beaucoup de cellules inflammatoires. Les cellules, quand vous regardez, elles sont très pléomorphes, elles sont très atypiques, mais vous êtes dans un gradient, c'est normal. Et la mucosécrétion, vous allez voir, plus ça devient méchant, plus vous perdez la mucosécrétion, on perd la mucosécrétion et on a de plus en plus de pléomorphisme de ces cellules atypiques et de mucose. L'adénocarcinome mucine. À quel moment je parle d'adénocarcinome? Avec la cellule aussi de grattoir, il est très méchant. Hein. C'est vrai qu'il n'y a que de la mucine, mais la mucine, elle s'infiltre plus facilement, elle va aller dans la musculeuse, dans la séreuse, donc elle donne des métas. Donc, je parle d'adénocarcinome mucineux lorsque la composante mucineuse, cette gélatine, la mucine, elle dépasse 50%. Si j'ai plus de 50%, je parle d'adénocarcinome mucineux. Il faut savoir que l'adénocarcinome mucineux représente 10 à 15% des adénocards, que macroscopiquement, quand je vois marqué stupide, quand je vais couper, je vais avoir comme l'impression d'avoir de la gélatine, un aspect colloïde. Et sur le plan histologique, cette substance mucineuse avec parfois quelques structures glandulaires. Et c'est des glandes qui se sont distendues au point, elles se sont rompues. Il y avait tellement de la mucine derrière elle que la glande s'est distendue, et lui, elle s'est rompue, elle a libéré cette mucine-là. Et à l'intérieur, je peux même voir des cellules en bac à chaton. Vous allez voir les cellules en bac à chaton, des petites cellules toutes rondes qu'on va mieux voir dans la prochaine plaque. C'est ce qu'on appelle le carcinome à cellules en bac à chaton ou le carcinome à cellules indépendantes. Hein. Le carcinome à cellules isolées ou le carcinome à cellules indépendantes est lui aussi classé gratto. Il est très méchant. Hein. Et c'est ces cellules-là qui sont dites cellules indépendantes ou cellules isolées en bac à chaton. Voilà le bac à chaton parce qu'on a un cytoplasme qui est clair, un noyau qui est refoulé en périphérie comme un solitaire, hein, comme une bac. Un solitaire avec un noyau en périphérie et une cellule qui est remplie d'une vacuole de sécrétion. On les voit plein, c'est plein ici, hein, des cellules en bac à chaton. Elles représentent 1% des cancers colorectaux. Le carcinome à cellules en bac à chaton doit faire rechercher une localisation gastrique. Je vous ai dit, c'est un peu l'histoire de la limite plastique. Hein. La limite plastique, c'est là où on a le carcinome à cellules en bac à chaton et c'est surtout l'estomac. Donc, quand on a un carcinome à cellules en bac à chaton, il faudra rechercher une atteinte gastrique. Ça peut être juste une localisation secondaire, le côlon, et non pas une tumeur primitive. Donc, on parle de carcinome à cellules indépendantes en bac à chaton lorsqu'on a plus de 50% de cellules isolées. Hein. Si on a moins, ce n'est pas un carcinome à cellules isolées. On peut avoir cette composante de cellules isolées dans un colloïde muqueux. Et c'est une tumeur qui est très infiltrante et qui va même donner une localisation au niveau ovarien. Les autres tumeurs épithéliales, vous avez l'adénocarcinome festonné. Alors, c'est quoi? C'est une entité qui a été récemment décrite. Elle a une architecture festonnée. C'est comme le polype festonné. Et ça s'explique parce que ça va se développer sur un polype festonné. Le pronostic est mauvais parce que ce sont des cancers qui ont un profil MSI, c'est-à-dire une instabilité des microsatellites qui est négatif. Hein. On ne retrouve pas ça, c'est négatif et c'est une localisation distale.
Alors, le carcinome médulaire, cette variante est très rare. Et quand vous regardez l'architecture, c'est une architecture en massif, en gravé. Et ça prend un aspect plutôt endocrinien, endocrinoïde. Mais ce n'est pas une tumeur endocrinoïde. Hein. Les cellules ont tendance à être plutôt monomorphes, alors que l'adénocarcinome, c'est très polymorphe, avec un cytoplasme qui est très abondant, qui est riche en cellules inflammatoires. Il est associé à ce statut MSI high, c'est-à-dire cette instabilité des microsatellites, et ces carcinomes médulaires ont un meilleur pronostic. L'adénocarcinome micropapillaire, lui, il est exceptionnel. Vous allez avoir un contingent de micropapilles avec un adénocarcinome conventionnel. Il est de très mauvais pronostic. Alors, que doit attendre le chirurgien du pathologiste? Déjà, il doit y avoir une collaboration très étroite entre le chirurgien et le pathologiste. Et le pathologiste doit évaluer la qualité d'exérèse du chirurgien. Donc, il doit préciser, parfois même en extemporané ou au cours d'une technique de routine, la qualité de l'exérèse, surtout est-ce que la tumeur a été enlevée et est-ce que les limites sont saines. Donc, si les limites sont saines, c'est-à-dire les limites de résection de part et d'autre sont saines, les limites proximales et distales, et même circonférentielles, ce qu'on avait vu tout à l'heure pour le rectum, la clearance, si elles sont saines, on parle pas de tumeur résiduelle, on mettra R0. Si une de ces limites que je viens de citer est atteinte au microscope, c'est-à-dire que quand je regarde ma pièce, elle semble être saine, mais quand je vais regarder au microscope, je vais trouver des cellules tumorales, et ben je vais mettre R1, c'est-à-dire c'est une tumeur résiduelle mais microscopique. Et je mettrai R2 si au cours de ma macroscopie, quand je regarde ma pièce, ben déjà qu'elle est infiltrée, je vais mettre R2. Après, je vais classer, bien sûr, le pathologiste et va être amené à classer ces tumeurs. On utilise la classification TNM. Alors, le T, pour voir jusqu'où est partie ma tumeur, est-ce que ma tumeur a intéressé la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse? Est-ce que ma tumeur a infiltré au-delà? Donc, je vais classer en T, T1 jusqu'à T4, de T0 en réalité. Après, je vais classer les ganglions. Très important de rechercher le nombre de ganglions. On doit avoir plus de 12 adénopathies. Et on va classer mes ganglions selon le nombre d'adénopathies atteintes et infiltrées. Et la métastase, après, on va avoir des stades. On va les répertorier en stades. Donc, le statut ganglionnaire, je vous ai dit, c'est très important. C'est pour ça qu'il faudra rechercher. Le pathologiste est obligé de rechercher de façon minutieuse le nombre de ganglions. Si ce nombre de ganglions est supérieur à 12, c'est une résection qui est dans les normes. Moins de 12, ça va être, c'est pas ce qui est décrit dans la littérature, c'est pas, on va pas suivre les normes. Hein. Moins de 12, on n'est plus dans les normes. Donc, il faut avoir plus de 12 adénopathies. Donc, le chirurgien doit enlever la bonne chaîne ganglionnaire et le NAPA doit chercher ces ganglions. On parle de micrométastase lorsque la taille est supérieure à 0,2 mm. On considère déjà qu'on est en métastase, que c'est N1. Hein. C'est des petits îlots de 10 à 20 cellules, ça suffit pour parler de métastase. Même si c'est une petite micrométastase qu'on peut rechercher même en immunohistochimie, des fois pour mieux les visualiser. Par contre, lorsque cet amas est inférieur à 2 mm, pardon, désolé. Hein. Allô, oui. Allô, oui. Rochette, ah, maman, il a vu la réglée. Ah, allô, il n'a pas, tu l'as pas pris avec toi. Allô. Je suis en plein sur ma campagne. Très bien. Après, je te vois. Ok. Après. Désolée, hein, je reviens. Donc, si par contre j'ai des amas tumoraux de moins de 2 mm, que je ne pourrais mettre en évidence que par immunohistochimie,
Je ne parle pas de métastase, c'est N0, mais je parle d'amas tumoraux. Donc, vous comprenez, lorsque la taille est supérieure à 0,2, je parle de méta, mais lorsqu'elle est inférieure à 0,2, pour moi, ce n'est plus une métastase, c'est microscopique. Et je parle de N0, je parle plutôt d'amas tumoraux. Donc, il faudrait aussi voir l'impact du traitement adjuvant, parce que des fois, on est amené à donner de la radiothérapie, et on va voir l'impact sur le nombre et la taille des ganglions avec radiothérapie. On va voir la radiothérapie, comment elle agit sur ces ganglions. Est-ce qu'ils ont régressé? Est-ce que la tumeur a disparu? Et l'absence des ganglions post-radiothérapie est un facteur de bon pronostic. Si je donne de la radiothérapie à un patient et je ne retrouve pas de ganglions tumoraux, donc c'est un bon pronostic. Donc la prise en charge, par contre, des tumeurs post-radiothérapie, par exemple au niveau du rectum, on ne va plus utiliser la classification PTNM, mais on va utiliser la classification YPTNM. On ajoute le Y pour les réactions tumorales post-radiothérapie. On va déterminer un score de régression. À partir de là, on est obligé de classer avec un score de régression, c'est le score de Borg. Alors, c'est quoi comme score? C'est-à-dire, regardez, là, j'ai que de la tumeur. Donc, la régression tumorale est minime. Hein. Si j'ai moins de 25%, c'est-à-dire que de régression, c'est une TRG1. Par contre, là, j'ai entre 25%, vous voyez, il y a des zones où il n'y a pas de glande. J'ai entre 25 et 50% de régression tumorale et je suis dans le TRG2. Lorsque j'ai plus de 50%, vous voyez, il ne reste que très peu de glandes. Hein, j'ai beaucoup de fibrose. Là, c'est une régression tumorale qui est supérieure à 50%. Je suis en TRG3 et je parle de TRG4 lorsque je n'ai plus de glandes tumorales, j'ai que de la fibrose. Je vois plus ces petites glandes-là tumorales. Donc, c'est très important de classer ces tumeurs-là post-radiothérapie. La classification moléculaire. Maintenant, je vais vous parler, on ne va pas s'étaler, mais il faudrait que vous sachiez c'est quoi cette classification moléculaire des cancers colorectaux. Initialement, elle est répartie en 3 sous-groupes moléculaires. Vous avez l'instabilité chromosomique, les CN+, l'instabilité microsatellite, c'est ce qui est plus intéressant pour nous actuellement, c'est les MSI, l'instabilité des microsatellites, et le phénotype méthylateur, les CMP+, hein, ceux-là, on les cherche moins. Nous, ce qu'on cherche et ce qui est préconisé à faire, c'est surtout de chercher ces microsatellites, les MSI. C'est quoi ces MSI? Il faut savoir qu'on retrouve cette instabilité des microsatellites dans 10 à 15% des cancers colorectaux sporadiques. Donc, on a une instabilité dans 10 à 15%. Et c'est intéressant de chercher ce phénotype MSI, surtout dans le screening des maladies de Lynch, dans le syndrome de Lynch. Elles sont suspectées devant un âge inférieur à 60 ans. Si vous avez un patient qui a moins de 60 ans, où il y a un contexte familial de cancer colorectaux et un infiltré inflammatoire très abondant, il y a de grandes chances de retrouver cette instabilité des microsatellites. Hein. Le statut MSI est déterminé par une histochimie. C'est-à-dire comment je n'ai pas besoin d'utiliser la biologie moléculaire, la fiche ou la ciche ou la quiche. Je cherche cette instabilité des microsatellites en utilisant des marqueurs. Les marqueurs, c'est quoi? C'est MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Je les fais tous les 4. Hein. Je vais tous les 4 et je vais rechercher je vais rechercher cette instabilité. Si par exemple, normalement, on a une prise nucléaire et lorsqu'il y a perte, on a une perte lorsqu'il y a une instabilité des microsatellites, on a une perte. Vous voyez, dans la tumeur, on ne voit plus. Ça, c'est des glandes tumorales. Ça, c'est la muqueuse colique normale. Donc, les noyaux ont pris. Je parle d'instabilité des microsatellites lorsque les noyaux ne prennent plus. Vous voyez, là, dans la tumeur. Là, après, là, c'est les cellules inflammatoires. Hein. Ça, c'est normal que ça prenne. Mais lorsqu'il y a une perte d'expression nucléaire, on parle d'instabilité des microsatellites. Donc, le statut MSI est déterminé par l'immunohistochimie, ça y est, c'est bon, on le sait. Et c'est cette instabilité, si je dois signaler sur mon compte rendu que ce patient-là présente une instabilité des microsatellites, eh bien, il va pouvoir bénéficier d'une thérapie, d'une chimiothérapie à type de 5-FU, ce qui, c'est des tumeurs qui sont de meilleurs pronostics parce qu'elles répondent très bien à la chimiothérapie. Donc, c'est un groupe particulier.
alors que les formes avec MSc High, vous allez voir, hein, pour les MSc High, c'est une forme de MSc et c'est des patients qu'on va sélectionner pour qu'ils puissent bénéficier d'une immunothérapie. Alors, la classification MSc, la classification moléculaire du phénotype MSc, il faut savoir que c'est surtout des patients qui présentent des cancers du côlon droit et qui vont avoir cette instabilité. C'est surtout des patients qui présentent un adénocarcinome, mais qui peut différencier. C'est des patients qui présentent un adénocarcinome mucineux ou là, des adénocarcinomes à cellules isolées en bagage latent. C'est des patients qui vont présenter un adénocarcinome avec un stroma riche en lymphocytes, avec de nombreux lymphocytes intraépithéliaux, et avec un stroma qui a un aspect de Crohn-like. Donc, c'est des éléments-là. Et avec, en plus de ça, c'est des patients qui sont jeunes, qui ont moins de 60 ans. C'est des éléments qui vont vous orienter à la recherche des MSI de cette instabilité. Alors, à côté de ces MSI, une fois que j'ai cherché mes MSI, il faut savoir qu'il y a d'autres marqueurs. Quand j'ai un patient chez qui on a fait le diagnostic d'adénocarcinome, chez qui on a retrouvé des métastases, avec, bien sûr, au préalable, on a recherché son profil MSI, hein, mais en plus de ça, c'est un patient qui a des métastases, par exemple, une métastase cérébrale ou une métastase hépatique. Donc, il est classé stade 4. Vous allez revoir vos plaques après avec la classification TNM et vous allez avoir ce stade 4. Et bien, à côté de l'MSI, il faudra rechercher la mutation RAS. La mutation RAS, le KRAS, le NRAS, au niveau du codon 12, 13 et 61, et au niveau de l'exemple 2, 3 et 4. Elle est retrouvée dans 50% des cancers colorectaux. Et c'est intéressant de rechercher cette mutation RAS parce que c'est plus la peine de donner le GFR parce qu'il n'y a pas d'efficacité aux anti-EGFR chez ces patients-là. Donc, ils sont beaucoup plus difficiles à traiter. Et on recherche également la mutation BRAF. Elle doit être recherchée. Elle est retrouvée dans 5%. Si bien sûr, le RAS est de type sauvage, donc c'est un RAS qui n'est pas muté, on va rechercher cette mutation BRAF. Et avec un phénotype MSI qui est retrouvé dans 50% des cas. Cette mutation BRAF signe un pronostic moins bon et nécessite une intensification en traitement médical. Alors, qu'est-ce qui doit comporter le compte-rendu du pathologiste? Vous devez mettre l'identification du patient, les renseignements cliniques et le type de résection. Topographie de la localisation, si elle est à droite, si elle est à gauche, si c'est le côlon transverse. Il faut savoir que lorsqu'elle est à droite, elle est associée à un moins bon pronostic, un pronostic mauvais. L'aspect et les dimensions de la tumeur, le type histologique, je vous ai dit, bien différencié, moyennement différencié, peu différencié, colloïde muqueux, cellules isolées. Mode de progression tumorale, est-ce qu'il y a une infiltration qui se fait tout le long de la paroi ou est-ce qu'elle se fait de façon expansive? Le stroma tumoral, comment il est? Est-ce qu'il est riche en éléments inflammatoires, surtout en lymphocytes? Rechercher s'il y a embole vasculaire, s'il y a l'enganement périnerveux que doit signaler sur le compte rendu, puis classer selon la classification TNM 2017 avec l'atteinte ou non des ganglions, les métastases, la présence ou non de métastases. On doit préciser les limites de résection, comme les limites de résection, c'est proximale, distale, mais même la clearance, qui est considérée comme étant positive lorsqu'elle est inférieure à 2 mm, et le score de régression tumorale qu'on doit utiliser lorsqu'on vous envoie une pièce avec, qui a bénéficié d'une radiothérapie préalable. Donc, on a ce score de régression qu'on a vu tout à l'heure, et on doit préciser le statut moléculaire. Toujours associé le statut moléculaire, MSI, et par la suite donner le RAS et BRAF lorsque c'est un stade 4. Alors, avez-vous des questions? Bon, je terminerai par je vous remercie tout d'abord. Est-ce que vous avez des questions? On va voir déjà les questions qui ont déjà été posées. Alors, qu'est-ce que ça c'est dire la clearance? C'est mail. Alors, la question, je ne la comprends pas. Bubble, c'est bubble. Qu'est-ce que c'est la clearance? Je réexplique la clearance.
Alors, la clairance, c'est une limite. C'est une limite de résection. C'est une limite qu'on va étudier sur le rectum. C'est-à-dire qu'on va calculer la partie de la tumeur la plus pénétrante jusqu'à la limite de macérose qui a été ancrée. C'est ça la clairance. Dans les adénocarcinomes, si la glande présente si glande présente mais anormale, on la considère dans le pourcentage de glandes. L'adénocarcinome, on ne peut pas parler de glande anormale. Toutes les glandes sont tumorales. Vous avez une glande tumorale, vous la considérez comme étant tumorale. Il n'y a pas de glande anormale. C'est un adénocarcinome, c'est un adénocarcinome, tout simplement. Pourquoi chercher les MSI? Pour trouver un syndrome de Lynch. Dans le syndrome de Lynch, vous recherchez les MSI parce que la maladie de Lynch, c'est un élément diagnostique. Ça va vous permettre de poser le diagnostic de maladie de Lynch. C'est quoi MSI? Je vous ai dit, c'est des microsatellites. C'est des anomalies génétiques où on a une instabilité des microsatellites. Voilà. Il y a autre question. Tout ça s'applique au cancer colorectal, les MSI, RAS et BRAF. Oui, oui. Vous utilisez MSI, RAS et BRAF pour les cancers du côlon et du rectum. Alors, les polypes sont-ils sécrétants? Non, les polypes ne sécrètent pas. Les polypes, c'est un polype, tout simplement. Il n'est pas sécrétant. La maladie de Lynch, c'est un syndrome. Hein. Le diagnostic est un diagnostic génétique et clinique. Et je vous ai dit, hein, et on peut rechercher les MSI dans le syndrome de Lynch, ce qui va permettre de vous donner, de diagnostiquer dans la famille hein, ces syndromes de Lynch. Les polypes, dans les adénocarcinomes indifférenciés, il y a 5% de glandes normales, pas normales, 5% de glandes tumorales. Le reste, c'est-à-dire que quand tu parles d'adénocarcinome indifférencié, c'est que le reste, c'est des nappes de cellules, c'est-à-dire que c'est des massifs. Il n'y a pas de glande. La glande, c'est un signe comme quoi votre tumeur est bien différenciée, c'est-à-dire elle a tendance à ressembler à tout ce qui est normal. Donc, même quand elle est tumorale, même quand c'est des cellules très atypiques avec des gros noyaux, machin, mais c'est une glande tumorale. Et je parle de peu différenciée quand elle a tendance à ne plus ressembler à la muqueuse normale. Je n'ai plus, comme vous voyez, le fond à la dernière plaque, des glandes. J'ai des glandes, mais des glandes tumorales. Et quand je n'ai plus ces glandes-là, ça devient des massifs, que des nappes de cellules. Une cellule collée à une cellule, là, c'est un adénocarcinome qui est peu différencié. Alors, pour les diapos, je vais vous les donner maintenant. J'ai 2 mails. Si vous avez d'autres mails à m'envoyer, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je ne vais pas attendre. Je vais vous envoyer mon cours et celui de la dernière fois, tu as le choix. Hein, pour les colectomies préventives des PAF, s'il vous plaît. Alors, pour la colectomie préventive des PAF, alors pour la PAF, c'est vrai, vous surveillez le patient, mais à partir du moment où vous avez des polypes qui commencent à avoir 2 cm et plus, on fait une colectomie préventive. Hein. Il y a un gros risque de dégénérescence. Donc, à partir de 40 ans, je pense qu'il faut faire une colectomie préventive. On ne le fait pas à un âge jeune, je ne pense pas, à part si vers 20 ans, vous avez un gros polype qui va dégénérer, mais on va faire une colectomie préventive chez les patients aux alentours de 40 ans. OK? D'autres questions? Les tumeurs synchrones du côlon est-elle dangereuse? Oui, parce que là, vous avez une association, c'est une association de 2 tumeurs, donc le risque est encore plus élevé. Voilà, donc le risque est beaucoup plus élevé. Une autre question.
Heureusement, c'est le polype tubuleux que le vileux. Le vileux est moins fréquent et tant mieux parce qu'il est beaucoup il est beaucoup plus dangereux, il risque plus de cancériser. Ceci dit, ce qu'on trouve le plus fréquemment, c'est les mixtes, c'est le tubulo-vileux. Crohn-like, c'est quoi Crohn-like? C'est un stroma où le Crohn, vous l'avez vu, les maladies inflammatoires, où il y a beaucoup d'inflammation, beaucoup de polynucléaires, beaucoup d'abcès cryptiques. Tu as l'impression de voir un Crohn, mais c'est le stroma. Alors, la classification TNM, je vous l'ai expliqué. C'est pas la peine d'aller dans le détail. Ce que vous devez connaître, c'est qu'on classe le T pour tumeur. On va voir où est la tumeur. Est-ce qu'elle reste la muqueuse? Est-ce qu'il la schéma, c'est la muqueuse, le coriantérite, donc je suis en intramuqueux. Est-ce qu'elle va dépasser la musculaire muqueuse? Et alors, je vais aller selon l'importance de l'infiltration en profondeur, T1, T2, T3, T4, elle va dépasser la sérose, elle va aller même vers les organes avoisinants. Le N, c'est notes, en anglais, notes, c'est les ganglions. C'est pour voir le nombre de ganglions. Je vais classer les ganglions. Mais on dit ganglions infiltrés, N0. On des ganglions infiltrés. On dit par exemple de 1, je crois, à 2. De toute façon, il faut se référer à la classification. Parce que chaque organe a une classification. Donc, nous, on a des bouquins, on retire la classification et on compte nos ganglions et on revoit sur la classification. Je crois que de 1 à 2, vous la classez N1. Et puis au-delà, vous êtes N2, vous comprenez. Et le M, c'est pour métastase. M0, métastase, si vous avez une image fait le foie, vous dites M1. Voilà, c'est ça TNM. La résection pour le polype sicile ou pédiculé ou les deux? Non, vous enlevez les deux. On ne veut pas savoir. Bon, c'est la forme, il est sicile ou la pédiculé. Mais la résection se fait pour les deux. Les deux. Vous enlevez aussi bien. Les deux sont suspects. Et puis le sicile, il est plus difficile parce qu'il n'a pas de pied. Bon, pour le pédiculé, on va chercher éventuellement l'infiltration du pédicule. Mais dans tous les cas, la résection doit se faire pour les deux. Alors, l'aspect vileux, c'est la surélévation, c'est l'épithélium qui va donner cet aspect vileux. C'est comme des axes, c'est comme des papilles. C'est un axe c'est un axe conjonctivovasculaire avec des cellules tout autour. OK? C'est l'aspect vileux. Alors que l'aspect glandulaire, c'est les cryptes. C'est un aspect glandulaire. C'est la crypte. Elle va aller en profondeur, elle va se détacher, elle va vous donner cette glande-là. Mais l'aspect vileux, là, c'est un axe conjonctivovasculaire avec un épithélium tout autour. OK? D'accord. D'autres? Oui, c'est sûr que l'adénocarcinome de grade 1 est de bon pronostic, car c'est bien différencié. Tant que la tumeur tend à ressembler à l'organe qui lui a donné naissance, c'est bon, donc c'est bon. Tous les polypes réséqués, on les adresse vers la... ouais. On ne s'amuse pas à laisser un polype, ça c'est de principe. Tous les polypes réséqués doivent être envoyés en allopathe parce que des fois, morphologiquement, il vous paraît tout sympa, tout gentil, et pourtant, c'est un polype qui commence à dégénérer, qui commence à avoir des lésions de dysplasie. De haut grade et la résection du polype n'a pas été bien faite parce que le pédicule n'a pas été enlevé en totalité. Donc, les cellules tumorales le pédicule sur le patient. Donc, il ne faut pas s'amuser. Des fois, on est sûr que c'est rien du tout et pourtant, c'est beaucoup. Des fois, l'appendice et la vésicule biliaire, il faut les envoyer. Alors, je ne vous dis pas les polypes. Ces formes d'adénoca peuvent se voir partout. Oui, partout. Dans tous les organes, vous voulez dire. Oui, l'adénoca, c'est un adénoca. C'est une tumeur faite de glandes. Voilà. Je n'ai pas compris la question, mais pour moi, tous les adénocas peuvent se voir partout. Ces formes d'adénocarcinome peuvent se voir partout. Ouais, tous les organes. Dès que vous avez un épithélium, on parle d'adénoca. Voilà. Dès que c'est un épithélium, c'est néoglandulaire. S'il n'est pas mal piqué, c'est autre chose. Ça, c'est des cours de 3e année. Mais si c'est un épithélium glandulaire, vous parlez d'adénoca. Donc là où j'ai un épithélium glandulaire, glande salivaire, pancréas, les voies biliaires, je parle d'adénoca. OK, pas encore. Lorsqu'on a la formation tubulaire en profondeur, c'est de haut grade. Lorsqu'on a
formation tubulaire en profondeur, c'est de haut grade. Non, 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 non. Le haut grade et le bas grade, c'est pas, si vous parlez sur le polype, hein, si vous parlez de polype, c'est pas la forme tubulaire en profondeur qui en fait un haut grade. La dysplasie. Le vileux, il est d'emblée considéré méchant parce que réellement, quand vous allez voir en surface l'épithélium, vous allez avoir des signes de dysplasie de haut grade, c'est-à-dire des mitoses nombreuses, des noyaux qui en vont aller jusqu'à la surface. Et pour les formes, les adénomes tubulaires ou glandulaires, le tubulo-glandulaire, ça veut dire la même chose. Tubo-glande, c'est la même chose. Hein. Ou les mixtes, ce qui importe, c'est de rechercher la dysplasie. La dysplasie, c'est pas la forme de la glande, c'est pas l'aspect vileux, c'est les critères que je vous ai donnés. C'est des mitoses nombreuses, c'est les noyaux qu'on va trouver jusqu'en surface de mon épithélium, c'est également cette pluristratification, cette perte de la polarité. Donc, vous voyez, ce n'est pas la forme du tube. Je suis en train de voir la deuxième question, c'est la même, c'est la suite du mois. Ce n'est pas le fait que vous ayez un tube ou une structure vineuse, vous allez parler de bas grade ou haut grade. Le bas grade et haut grade, c'est de la dysplasie. La dysplasie, le critère Toha, regardez, je vais vous envoyer la présentation. C'est la deuxième, sur la 5 ou 6e plaque. Vous allez voir, il y a des critères pour classer la dysplasie. OK? Oui, le haut grade. Plus vous allez vers le haut grade, je vous ai dit, la tumeur, plus elle devient méchante, plus elle s'éloigne du normal. Je vous la muqueuse, sur la muqueuse ici, c'est une muqueuse qui est très sécrétante. Regardez les cellules, la de mucine. Regardez, tout ça, c'est de la mucine, c'est un aspect vacuolisé. Plus elle est au grade, plus la sécrétion تنقص, plus les noyaux, regardez, en position basale, ils de tiers jusqu'en haut. Il n'y a pas de mitose, il y aura des mitoses. Ça, c'est du muqueuse normale. En plus, ça, je suis en train de vous... Normalement, je ne vous montre pas sur une muqueuse normale. Mais imaginez-vous tout ça. Et là, le bas grade, là, je continue. Il y a des endroits où je n'ai pas de mucosécrétion, il y a des endroits où j'en ai, ça persiste, mais il y a des endroits où il n'y en a pas parce que je commence déjà à avoir de la dysplasie, ce n'est pas comme une glande normale. Et mes noyaux, à la limite, mais ils ne dépassent pas cette limite-là et je n'ai pas réellement de mitose. OK? Quoi encore? Si la dysplasie, si pas de dysplasie, ce n'est pas adénome, alors on dit hyperplasie. Oui, généralement, le terme adénome, c'est dysplasie. S'il n'y a pas de dysplasie, c'est des polypes hyperplasiques. Ouais, tout à fait, tout à fait. On ne peut pas avoir un adénome si dysplasie, ça n'existe pas. L'adénome, par définition, c'est une tumeur avec dysplasie de bas grade. C'est au moins minimum bas grade. OK? Ah oui, si vous avez un polype dans le sécom et l'autre dans le rectum, vous les enlevez. Vous prenez le temps qu'il faut, mais vous enlevez celui du sécom et celui du rectum. Vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas réséquer واحد وتخلوا l'autre. Imaginez-vous, vous avez un qui va dégénérer. Donc, vous allez enlever celui, je pense que quand il va faire sa coloscopie, le gastro le plus proche, il va enlever celui du rectal. Après, il va refaire ou il va en même temps, je ne sais pas, après c'est le gastro de voir. Hein, mais une chose est sûre, il est obligé de les réséquer les deux. Hein. Il n'a pas à choisir. Ah oui, on fait quoi? On les réséque par endoscopie, c'est clair. Hein. Presque tous les polypes sont réséqués par endoscopie. À part si vous avez un gros polype, vous avez fait une petite biopsie Milford, vous ne pouvez pas l'enlever parce qu'il est trop gros. Vous faites des biopsies, c'est surtout quand il est gros comme ça, c'est qu'il y a une dégénérescence métastase. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une biopsie, c'est sûr que ça va être un adénocarcinome. Et là, c'est la chirurgie. Ça, c'est la chirurgie. OK? La colectomie, je vous ai dit, si vous avez un polype qui est très volumineux et que vous avez un carcinome intramuqueux, qu'on ne peut pas faire de mucosectomie, vous êtes obligé de faire la colectomie. À partir d'un certain volume, avec des risques de dégénérescence. De toute façon, le chirurgien, il ne va jamais vous l'opérer, votre patient. Si vous lui dites, j'ai juste un polype, il va dire, on voit le chez le gastro, il va réséquer le polype.
À partir du moment où le polype a dégénéré, qu'il est devenu volumineux, qu'il y a une adhérence au niveau de la muqueuse, qu'on ne peut plus faire de mucosectomie, vous faites une colectomie, une colectomie partielle. Vous allez enlever la zone tumorale, c'est tout. C'est bon? Il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, on est arrivé à 33, à 34 questions. C'est bon? Il y a plus de questions que de participants. Ça va? Alors, je vous envoie. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut donner son mail, OK. Sinon, je vous promets une chose que maintenant, avant de fermer mon micro, je vous envoie maintenant les deux présentations. Et bon, et essayez de travailler en étant logique. C'est-à-dire, il ne faut pas aller au détail, il faut aller plutôt à des éléments qui vous permettent de prendre en charge correctement un patient qui présente un polype ou un patient qui présente un cancer colorectal. OK? C'est bon? Eh bien, merci et puis bon courage.